Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Bekaert. Donc ça c'est une entreprise belge qui opère dans une activité similaire à celle de Nexans en France. Donc plutôt l'installation, le câblage. On est sur un cours de l'action qui est quand même bien plus bas que quand même à 20%, plus, même 30% des plus hauts de mars 2024. Est-ce que c'est le moment de se positionner sous cette action? On va regarder ça. Évolution médiane du chiffre d'affaires, c'est 3,4%, donc c'est assez faible comme croissance. 2023 c'est soldé par une croissance de moins 13,5%. On n'a pas encore les résultats annuels. Maintenant, si on se met en 12 mois glissants, on était plutôt sur une croissance en glissement annuel de moins 25,2% à juin 2024. Donc attention, d'où vient la décroissance? Est-ce que c'est de la décroissance organique, du changement de périmètre? Apparemment, il n'y a pas de cession. Donc on est plutôt sur une boîte qui est quand même en décroissance. Donc méfiance. On voit que le chiffre d'affaires est cyclique. Donc en 2020, on peut comprendre pourquoi, mais en 2019, par exemple, on est sur une croissance très faible. Donc méfiance sur ce titre. C'est toujours très difficile d'investir sur des boîtes qui sont en décroissance parce qu'il y a un effet ciseau sur les marges. Et donc les marges baissent plus rapidement que le chiffre d'affaires. Alors, ceci étant dit, on va regarder justement l'évolution du taux de marge. On est sur un taux de marge brut qui est quand même assez stable. Donc, à juin 2024, on a du 17,6% de taux de marge brut. Donc, c'est pas un secteur qui a vraiment une forte capacité à maintenir les prix et à monter les prix. Toutefois, ce qu'on voit, c'est que le taux de marge d'EBITDA, il suit bien le taux de marge brut, la même évolution, donc on arrive à maintenir l'efficience opérationnelle et on est sur un niveau relativement élevé à 12,5% sur le taux de marge d'EBITDA, donc bonne efficience opérationnelle, et c'est à peu près la même chose sur les taux de marge net, il est plutôt stable à près de 6%, donc finalement on est sur une activité qui est un peu difficile, qui est cyclique, mais le management est qualitatif puisqu'il arrive à maintenir les marges à un niveau en tout cas à un niveau relativement élevé et puis plutôt stable, donc ça c'est bon en termes de qualité du management. On continue avec la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est sur des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets. Donc en fait on est sur une marge de free cash flow qui est, bon, elle est à 5% actuellement, mais globalement on arrive à mieux convertir les bénéfices nets en free cash flow. On va regarder d'où ça vient. Est-ce que c'est de la variation du BFR qui est favorable? Oui, pour 600 millions, 650 millions. Est-ce qu'on a des dépenses en capital qui sont moins élevé que les dépréciations amortissements? Alors c'est le cas pour 700 millions, voilà que 700 millions, on est sur quand même une petite différence là qui est significative. Ça veut dire qu'on dépense moins dans l'appareil productif, peut-être qu'on le maintient moins bien qu'avant, peut-être que le management anticipe qu'il y ait moins de croissance à l'avenir. Donc si le management a raison, parce que là en effet ça sert à rien d'investir, de continuer à investir et il vaut mieux réduire l'appareil industriel. Et dans ce cas-là, ça fait des free cash flow supplémentaires. Si le management se trompe et qu'il fallait investir avec les concurrents à investir, ça veut dire qu'on perd des parts de marché. Donc, méfiance sur cet aspect-là quand même. Et on va regarder si on a des other non-cash items. On en a pour 1 milliard sur la période. Donc ça aussi, ça aide les free cash flow. Pour savoir de quoi il s'agit, rendez-vous dans les tableaux de flux de trésorerie. Donc pour valoriser l'entreprise, on utilisera plutôt les free cash flow s'il n'y a pas de dette. Et on continue avec le rendement des capitaux investis. On est sur 8% en médiane de rendement des capitaux investis. À l'heure actuelle, en 2024, à juin 2024 en tout cas, sur les 12 derniers mois glissants, on est à 10% de rendement des capitaux investis. Donc c'est plutôt bon. On a vu que la croissance n'est pas énorme, donc ça veut dire qu'on va dégager des excédents de cash. Et après, on va pouvoir les utiliser pour soit se désendetter s'il y a de la dette, racheter des concurrents si on peut, ou rémunérer l'actionnaire. On va regarder l'endettement du groupe. On a une dette qui est en train de chuter, et oui, puisqu'on est rentable, on est assez rentable et il n'y a plus beaucoup de croissance, donc ça nous permet de nous désendetter. On est endetté à hauteur de moins d'une fois les l'EBITDA et à 2 fois les free cash flow, donc la dette va continuer à baisser et c'est pas du tout un sujet sous cette entreprise. La rémunération de l'actionnaire maintenant. Si on regarde le dividende, on est sur un dividende de 93 milliards, 94 milliards, ça fait à peu près de tête, je dirais que ça fait du 5%, quelque chose comme ça. Donc alors on va calculer rapidement, on est sur du 93 divisé par 7790. On est sur du 5%, c'est ça.
Et on a des rachats d'actions depuis, on va dire structurellement, depuis 2022, mars 2022, mais bien, il y a eu une dilution quand même. Donc, si on fait confiance à Coifin pour le calcul, en tout cas, le rendement d'actionnaire avec les rachats d'actions et le dividende est à 8,5%, ce qui est tout de même assez intéressant hein, pour l'actionnaire de long terme. On continue avec la valorisation du groupe. Comme il y a un peu de dette, on se met en valeur d'entreprise sur EBITDA. Et là, on est bien décoté. Hein. On a une bonne décote de près de 30% sur Beckert. Donc il y a de la marge de sécurité. Si on regarde en price to free cash flow, on est moins décoté. Hein. Toutefois, là, on a peut-être entre 5 et 10% de décote. Mais c'est pas, en absolu, ce ne sont pas des niveaux qui sont très élevés. Donc on est vraiment value sur Beckert. Et conclusion, on a de la marge de sécurité. On a un bon rendement de l'actionnaire. Juste un point sur la décroissance, savoir d'où elle vient. Est-ce que c'est conjoncturel et non structurel, parce que si c'est structurel, eh bien dans ce cas-là, ça va être difficile d'avoir des marges qui augmentent ou qui se maintiennent à l'avenir. Si ce point-là, vous l'éclaircissez et que ça vous convient, vous pouvez mettre Beckert en watchlist et ensuite aller lire les rapports financiers, les publications, les communiqués, etc. et vous faire votre avis sur cette entreprise qui est quantitativement intéressante. J'espère que cette analyse vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.